Rebonjour. Alors, je tiens à excuser mon directeur général qui n'a pas pu être présent puisqu'il est hors du département. Alors, c'est avec un immense plaisir que je me présente devant vous pour tenter de vous faire partager un sujet qui m'intéresse, qui me passionne et qui me paraît essentiel pour créer les conditions de la performance au sein des établissements de santé. En effet, nous considérons que les bâtiments hospitaliers, les locaux dans la diversité de leurs fonctions, sont des lieux par excellence de la mise en place de la bonne gouvernance et des bonnes pratiques professionnelles. Dans cette perspective, la construction de nouveaux locaux est une opportunité de choix pour les managers, pour les équipes de soins, les équipes logistiques, les usagers, pour une expérimentation de principes fondateurs favorisant de nouvelles dynamiques, donc de pratiques soignantes, mais pas que, pour favoriser le bien vivre et les bonnes relations entre le personnel et les patients. Okay. Alors, un petit rappel de ce que c'est que la maladie rénale en Guadeloupe. Hein. L'insuffisance rénale chronique terminale se développe de manière constante dans nos régions avec... D'accord. Donc, avec des coûts sociaux et financiers relativement élevés. Environ 900 dialysés sont pris en charge dans 4 établissements autorisés de Guadeloupe. Donc, il y a un établissement public, le CHU. Il y a 2 établissements privés à but lucratif et le seul établissement privé à but non lucratif, l'ODRA, qui est un établissement de santé d'intérêt collectif. Donc, l'IRCT, l'insuffisance rénale chronique terminale, est causée principalement par l'hypertension artérielle et le diabète et présente également de fréquentes comorbidités. Donc, la prise en charge de cette pathologie mobilise des moyens conséquents qui nécessitent la structuration d'un véritable parcours coordonné de soins. Donc, l'ODRA, Association pour l'utilisation du rein artificiel en Guadeloupe, l'unique établissement, comme je l'ai dit, de santé privée d'intérêt collectif sur le territoire, a été créé en 1975 à l'initiative de plusieurs néphrologues. Cette institution occupe une place importante de leur réseau de prise en charge de l'insuffisance rénale chronique terminale sur le territoire sanitaire de la région. Environ 280 patients répartis sur les différents sites qui constituent le patrimoine immobilier de l'ODRA, sur Ricou, sur Saint-Martin, à proximité de l'hôpital, sur Marie-Galante, dans l'enceinte de l'hôpital, à Capesterre-Bello, dans l'enceinte de l'hôpital, et au Moule, dans une structure privée. Donc, l'effectif en personnel de l'ODRA en 2024 est à peu près de 24 équivalents temps plein, dont 5 personnels médicaux salariés et non salariés. Donc, les locaux de l'ODRA sont situés, le siège, hein, je parle du siège, dans l'ancien hôpital Ricou, dans des bâtiments qui ne répondent pas aux normes parasismiques. Ces locaux sont organisés en chambres doubles ou simples, mais ils ne sont pas totalement adaptés pour une activité de dialyse. Donc, le site héberge également l'ensemble des activités administratives, techniques et logistiques. C'est en quelque sorte le poumon de l'établissement qui va soutenir toutes les antennes pour l'ensemble des problèmes qui peuvent survenir. Donc, la relocalisation imposée par le déménagement du CHU est à la fois une contrainte, un défi et une opportunité. En effet, l'établissement n'est pas structuré pour déployer ses activités en toute autonomie actuellement. Et c'est ce projet, pour nous, l'occasion d'assurer la pérennité, de constituer un véritable patrimoine. Après plus de 50 ans d'existence, l'ODRA n'avait pas de locaux en propre. C'est aussi l'occasion pour l'ODRA d'améliorer son organisation
offrir une prise en charge plus efficiente aux patients dans des locaux adaptés avec une meilleure qualité de vie au travail pour les salariés de l'établissement. Alors, les enjeux et les objectifs qu'on a voulu atteindre, c'est améliorer la visibilité et conforter le positionnement de l'établissement dans le paysage sanitaire du territoire. C'est doter l'institution d'un outil performant répondant aux besoins des patients et des professionnels de l'établissement. De valoriser l'image de l'institution et des professionnels de santé, d'assurer la pérennité de l'institution et de renforcer le sentiment d'appartenance et l'esprit d'entreprise. Nous pensons que les bâtiments sont des leviers intéressants pour y parvenir. Donc, en fait, ce qui m'importe aujourd'hui de partager avec vous, c'est la démarche qui a été initiée. Comment l'ODRA s'en est pris pour mettre en place le projet et comment ça a été piloté. Donc, alors, on a constitué un comité de pilotage, une équipe projet pluriprofessionnelle, véritable force de proposition permettant d'alimenter la réflexion des professionnels du bâtiment chargés de la mise en œuvre du projet. Alors, c'est une équipe pluriprofessionnelle qui n'est pas hiérarchique. Donc, j'ai assuré la coordination, mais tout le monde avait le droit de s'exprimer, d'exprimer ses idées en toute liberté. Donc, les missions qui ont été confiées à l'équipe projet, c'est de commencer par le bilan de l'existant et de recenser les dysfonctionnements liés au bâtiment actuellement exploité en analysant les freins, les facteurs limitants liés au bâtiment, dans la qualité de la prise en charge et de la qualité de vie au travail des salariés, puisque nous pensons que les deux sont liés. Un personnel qui est bien traité, qui a de bonnes conditions de travail, va aussi prodiguer des soins de qualité aux patients. Dans l'émission, il y avait l'élaboration de documents de cadrage permettant d'intégrer les aspects réglementaires, les orientations du projet médical. Et il y a un document qui a été élaboré justement, qui a recensé toute la réglementation dans le cadre des locaux qui sont dévolus à la pratique de la dialyse, aux équipements également, puisqu'il y a des textes réglementaires qui encadrent tout cela. Et l'équipe a dû s'imprégner justement de la réglementation pour élaborer son document de cadrage. Une des missions encore, c'était de définir les besoins capacitaires surfaciques, donc en lien avec la réglementation, mais pas que, en lien avec aussi les pratiques professionnelles qui sont développées et basées sur l'expérience de terrain des différents professionnels. D'analyser ces besoins par catégorie professionnelle, de modéliser les processus, les circuits, les logiques fonctionnelles du bâtiment, de favoriser l'installation d'une structure adaptée à la situation des patients. Donc, les patients étaient associés au projet, puisqu'il y a une commission des usagers qui se réunit régulièrement, mais l'ODRA est aussi administré par à la direction de l'ODRA, le conseil d'administration est présidé par un patient, et il y a de nombreux patients qui participent, donc forcément, ils émettent des avis, et ils ont analysé depuis l'esquisse jusqu'à l'avant-projet définitif, ils ont donné leurs avis et ils ont pu faire évoluer aussi le projet. Alors, ça a été aussi important pour le personnel des équipes d'intégrer les équipements, le plateau technique en lien avec les différentes modalités, parce qu'on assure l'entièreté des modalités pratiquées en dialyse, donc hémodialyse en centre, hémodialyse en unité médicalisée, autodialyse, la dialyse quotidienne et la dialyse péritonéale. Donc forcément, les locaux et les équipements sont adaptés en fonction des différentes pratiques. Cette équipe a été également chargée de définir le niveau de performance et les caractéristiques du bâtiment. Bon. Donc, on a inventorié tous les besoins, on les a hiérarchisés, on a utilisé des outils qualité qui le permettent, les diagrammes, Ishikawa, enfin, on a essayé d'être exhaustif pour être le plus précis possible.
J'ai entendu ce matin un architecte qui disait que pour bien construire, il faut un bon programme, un foncier adapté et une enveloppe. Mais il faut que le programme soit le plus précis possible pour que l'expression architecturale soit aussi de qualité. Alors, ça a été l'occasion pour analyser les postes de travail. Parce qu'un établissement de santé, ce sont des métiers différents. Donc, bien sûr, il y a des fonctions logistiques, il y a le soin, et il y a des postes de travail totalement différents, mais qui doivent concourir dans le même objectif à une bonne qualité de prise en charge du patient. Donc, le pré-programme a été élaboré et ensuite, il a été un peu amendé par les instances et par l'équipe de maîtrise qui a été choisie. Je disais que les instances représentatives du personnel ont effectivement participé à l'évaluation des travaux qui avaient été réalisés par l'équipe projet. Et puis, les instances décisionnaires ont amendé et validé le programme et le document de cadrage. On a mis en place une espèce de dynamique avec le personnel pour qu'il s'approprie le projet, parce qu'une équipe projet, elle est restreinte. Mais pour la faire vivre, pour développer les dynamiques d'appropriation, il faut régulièrement communiquer. On a fait des visites sur site, lors de diverses réunions, on a pu collecter et faire évaluer les propositions qu'on avait présentées. Et dans notre programme, cette équipe projet va assurer également le suivi de chantier et faire des évaluations après la réception pour effectivement permettre de faire évoluer, dans la mesure du possible, le projet au stade où il sera, au stade d'avancement quand on va faire la réception des bâtiments. Donc, la composition du comité de pilotage, il y a le chef de projet, c'est moi-même, il y a eu des médecins, des cadres de santé, des hygiénistes, une infirmière qui est représentante du personnel au CSE, des secrétaires, des standardistes pour l'accueil, des techniciens et responsables des ressources humaines. Donc, on a essayé d'être un peu, de représenter tous les métiers, tous les postes de travail pour que leurs besoins soient pris en considération. Bien sûr, à la suite de nos travaux de cadrage, on a fait appel, on a des partenaires qui nous accompagnent, des professionnels de la construction, encadrés par la SEM patrimoniale, puisqu'on a signé un CPI avec la SEM. Et on est accompagné par un bureau d'études techniques GES Caraïbes, un architecte qui a pu mettre en forme tous ces travaux, l'atelier d'architecture Luc Martz, qui a une expérience dans la construction de bâtiments hospitaliers, un bureau d'études VRD, bureau de contrôle, enfin, toute l'équipe a été constituée pour analyser tous les besoins et toutes les exigences constructives qui s'y attachent. Alors, je reviens encore parce que ça me paraît très important les aspects méthodologiques pour l'élaboration du programme qui doit reposer sur une définition globale de tous les besoins des patients, les besoins des personnels, des professionnels. Et nous avons construit un outil, donc des fiches projets par espace de travail. En fait, c'est un véritable cahier des charges basé sur la réglementation, les normes, les recommandations et l'expérience de terrain des professionnels. Ces documents ont fait des allers-retours avec l'AMO pour être intégrés au programme et définir le niveau d'exigence de l'immobilier. Donc, des réunions de coordination avec l'équipe pour vérifier la prise en compte des demandes exprimées. On a présenté régulièrement toutes les phases esquisses APS aux élus, aux patients, à la direction générale qui a validé et toutes les phases. Actuellement, nous sommes à la phase avant-projet définitif
On va continuer à participer, l'équipe projet va continuer à participer, notamment dans les appels d'offres qui vont être mis en place, dans les visites de chantier, et puis à la fin, on va essayer d'élaborer une enquête de satisfaction pour vérifier si les attentes des professionnels et des patients ont été respectées. Alors, on a un peu défini un certain nombre de critères de choix pour la qualité de l'immobilier, donc la fonctionnalité, la sécurité des pratiques, l'ergonomie des postes, la flexibilité et l'hygiène. C'est un élément important dans nos pratiques professionnelles. L'hygiène doit être prise en considération du début à la fin. Donc, tous les processus sont analysés au regard des questions relatives à l'hygiène. Bon, bien évidemment, l'esthétique du bâtiment, les enjeux de confort, de convivialité, on a pris en considération l'éclairage, l'acoustique, les ambiances olfactives. Tout ça, ce sont des éléments qui ont permis de fixer un cap à l'AMO. Et puis, bien sûr, un bâtiment doit être ancré dans ses réalités sociétales, environnementales, et les habitudes de vie des usagers et la qualité de vie au travail ont été des éléments déterminants. Bien évidemment, les questions financières vont fixer la limite parce que souvent, le personnel avait intégré dès le départ. Dès le départ, on n'a pas fixé de limite. Le personnel et l'équipe projet a vraiment élaboré les besoins en fonction de ce qu'ils souhaitaient. Mais après, il y a une réalité. On est dans un système, dans un écosystème qui limite effectivement les besoins pour rester dans un cadre, notamment ratio prix par mètre carré. On a à faire quand même attention pour qu'on soit quand même vertueux sur ce plan-là. Et les aspects maintenance du bâtiment, parce qu'on est un établissement qui va prodiguer des soins. Alors, il faut savoir que les patients qu'on accueille, 3 fois par semaine, ils vont passer entre 4 et 5 heures sur le site. Et des fois, c'est compliqué d'assurer une maintenance puisque l'exploitation, c'est du lundi au samedi. Donc, assurer une maintenance de bâtiment, il faut conceptualiser le fait qu'on puisse trouver les voies et moyens pour assurer une maintenance et permettre à ce que le bâtiment il dure dans le temps, puisqu'on a bien vu que souvent les bâtiments, après 10 ans, c'était compliqué, ils étaient plus adaptés, ils vieillissaient mal. Donc, c'est un élément sur lequel on a mis un point avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et la durabilité de l'équipement et la qualité constructive, les choix des matériaux. Donc, ça a été dit précédemment, on y a porté une attention aussi particulière. Alors, un des critères également, c'était favoriser une certaine flexibilité des locaux. Parce que, en fait, la pathologie peut évoluer, puisqu'il y a de nouvelles techniques qui arrivent sur le marché, il y a de nouvelles orientations aussi, de nouvelles pratiques. On développe le domicile, on développe la transplantation. Donc, il faut pouvoir adapter, si le besoin se fait sentir, les bâtiments à d'autres usages. Donc, ça aussi, on a eu une attention particulière sur ce point-là, puisque je disais qu'il y a des évolutions démographiques. Donc, en termes de capacité de surface, on s'est basé strictement. Alors, le plancher, c'était la réglementation. Mais les pratiques professionnelles nous amènent des fois à faire mieux que le cycle réglementaire. Et effectivement, on est sur des ratios qui sont peut-être un peu supérieurs aux recommandations. Et je voudrais quand même parler des obligations sociales et environnementales d'un établissement de santé, puisque maintenant, on est dans une logique de réduction de l'empreinte carbone. Et c'est un aspect qui a été travaillé
Alors, on va peut-être y venir ultérieurement au cours de la présentation, sur tout ce qu'on a mis en place pour justement assurer, garantir nos obligations sociales et environnementales. Un des critères également, c'était la limitation des coûts d'exploitation, donc intégrer ça dès le départ et définir une identification des espaces de travail. Donc, tous ces éléments-là ont été colligés dans notre document de cadrage. On s'est appuyé pour construire le projet sur des logiques fonctionnelles avec, bien évidemment, la gestion pertinente des flux internes, externes, ainsi que la qualité des usages des locaux. Donc, en dialyse, on sait comment ça fonctionne. Il y a des process qui sont mis en place avec des circuits patients, circuits visiteurs, circuits des professionnels. Donc, la partie logistique administrative, la gestion de la qualité qui est en transversale. Donc, on a un peu élaboré un logigramme pour les connexions entre toutes ces logiques-là, pour faciliter ces connexions. Donc, le programme tel qu'il a été élaboré permettra d'assurer une offre de soins et des modalités de traitement conformes à ses autorisations d'activité, à son projet médical, hémodialyse lançante, dialyse médicalisée, autodialyse assistée, dialyse péritonéale, hémodialyse quotidienne, entraînement à l'hémodialyse et à la dialyse péritonéale. Donc, ce bâtiment sera doté de 40 postes de dialyse assurant toutes ces modalités. Donc, la conception architecturale du bâtiment s'est structurée à partir d'une démarche intégrant l'identification des besoins, comme je l'ai dit précédemment, l'analyse des pratiques professionnelles d'une part, la typologie des usagers, puisqu'on a des patients avec des comorbidités et qu'il faut respecter leur parcours de soins qui fait appel à des professionnels pluriprofessionnels. Donc, il y a 3 pôles d'activité du bâtiment. Le secteur administratif avec l'accueil, la gestion des entrées, la gestion des dossiers, la gestion des ressources humaines, des finances et la comptabilité. Le pôle soins avec un parcours de soins en insuffisance rénale chronique, la prise en charge globale et holistique, puisqu'il n'y a pas que les séances de dialyse qui sont prodiguées, mais il y a aussi toutes les autres prises en charge qui sont associées, la qualité et la gestion des risques. Et puis, bien évidemment, le troisième pôle, c'est le pôle logistique qui est important pour les établissements de dialyse, avec la production d'eau ultra pure, la maintenance biomédicale, les approvisionnements pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, l'alimentation en fluides médicaux, la gestion des déchets et la gestion du système d'information. Donc, il y a quand même beaucoup d'éléments intégrés pour construire un tel projet. Alors, le projet prévoit la construction d'un centre de 40 postes, ça je l'avais déjà dit, hôpital de jour également, incluant des services annexes pour le personnel technique, administratif, bureau, salle de réunion, de repos, des locaux techniques tels que local de stockage, pharmacie, atelier, magasin biomédical, groupe électrogène, stockage de l'eau. On est très gros consommateur d'eau. Chaque dialyse, c'est une consommation d'environ 200 litres d'eau ultra pure. Donc, quand on a 40 postes, c'est très conséquent. C'est un bâtiment qui est édifié en R+1 et qui est couvert par une dalle étanchée et isolée thermiquement. En ce qui concerne l'organisation des espaces, le bâtiment de forme rectangulaire s'enroulant autour d'un patio, il est accessible sur sa façade sud par le public et le personnel et sur sa zone nord desservant des locaux techniques et de stockage. Le bâtiment est entouré et desservi par une voie qui servira également pour l'accessibilité des engins des services du SDIS en cas d'incendie. Le rez-de-chaussée regroupe les locaux d'accueil, de prise en charge des dialysés composés d'unités de 14 postes d'un côté et d'un ensemble de vestiaires, de sanitaires, de locaux techniques réservés au personnel avec leur ensemble sanitaire, vestiaire associé. Donc, on est très gros consommateur de dispositifs médicaux stériles
et de médicaments. Donc, on a un local pharmacie, ce qu'on appelle une PUI, une pharmacie à usage interne, qui vient connecter en fait les espaces de soins qui sont situés en R+1 et aussi au rez-de-chaussée. Donc, l'étage va accueillir d'une part 2 unités de 13 postes et qui s'organisent autour d'une salle de surveillance. Et à l'extérieur du bâtiment, nous avons une plateforme. On a érigé une plateforme avec des locaux techniques, coupe électrogène. On va sur site gérer nos propres déchets, donc du tri sélectif, du compactage, la banalisation de déchets hospitaliers, ce qui va réduire notre empreinte carbone puisqu'il n'y aura plus les effets collecte de déchets et qui va réduire aussi le coût de fonctionnement. Et bien sûr, des cuves de stockage d'eau potable. Alors, on a intégré à notre projet un sous-projet qui nous permettra de recycler de l'eau de pluie pour d'autres usages, notamment de l'arrosage ou les toilettes. Donc, on va récupérer l'eau et on va recycler pour des eaux grises pour ces usages-là. Alors, l'ensemble de ces locaux représente une surface utile de 2568 m² et une surface plancher de 2638 m². L'image est un peu grossière. Je pense que bon, c'est assez compliqué de lire ce plan sur... non, on va pas voir. On va pas voir. En fait, ce qui est important à comprendre, c'est notre démarche, la démarche qu'on a initiée. On voulait présenter quand même l'implantation du bâtiment. Je n'ai pas parlé du foncier, mais le foncier a été choisi. Il est juste à côté du pôle logistique du CHU, à Petit-Pérou. On a à peu près 9800 m² et on va... donc ça, c'est le plan de masse avec... on voit je ne sais pas si le pointeur. Alors, dans la partie nord, on ne voit pas grand-chose. C'est difficile en fait de vous montrer un peu les locaux parce que les plans sont ce qu'ils sont. Bon, ça c'est le rez-de-chaussée. Alors, ce qui est intéressant, on a mis un intérêt, il y a un intérêt porté sur l'accueil des patients avec un préau couvert pour accueillir les patients qui donne sur 2 patios qu'on va aménager. Et donc, il y a un appel à projet, un interne, dans lequel va participer la commission des usagers, justement pour l'aménagement de ces espaces-là, dédiés à l'accueil des patients. Donc, les 2 patios et le préau couvert qui permet justement d'assurer une animation, un accueil convivial, d'avoir des locaux connexes pour justement garantir la qualité de vie des patients. On va présenter l'autre diapo, c'est le R+1. Donc le R+1, on a dit qu'il y avait 2 ailes avec des espaces de soins, une partie avec l'administration et la salle de réunion. Non, ça c'est le RDC qui est là. Donc ça c'est le rez-de-chaussée. Donc le R+1, donc avec la salle de réunion au-dessus, et nous avons juste avant, on va présenter voilà, ça c'est le rez-de-chaussée, le R+1 avec je sais pas si le traceur n'est pas,
avec la salle de réunion au milieu, qui donne sur une vue plongeante sur le patio. L'administration qui est en partie nord et la prise en charge des patients sur les deux côtés. Oui, oui, on arrive au bout du process. En façade, ça donne ça. Alors, le bâtiment, bien sûr, je voudrais quand même insister sur le caractère assez vertueux du bâtiment, caractère vert. On aura à peu près 75% d'autonomie énergétique qu'on va garantir avec des panneaux photovoltaïques en toiture et sur des ombrières aussi pour le parking. Et la partie aussi logistique sera dotée de panneaux photovoltaïques. Donc, il y aura ça. Bien sûr, on a équipé les façades de brise-soleil, de pare-feu. Et on a tenu compte aussi des événements récents tels la pandémie qui nous a indiqué que des fois, le bâtiment, il faut pouvoir l'ouvrir. Donc, il y a de larges ouvertures sur les espaces de soins. On pourra faire circuler l'air et ainsi garantir une meilleure qualité microbiologique des espaces. Voilà, on voit dans la diapo en bas là, la partie logistique avec la réserve d'eau, le groupe et le tri sélectif qui est mis en place justement pour assurer la gestion des déchets. Je pense que ce sera le premier établissement doté de sa propre structure pour la gestion des dasseries, puisque actuellement, il n'y en a pas à ma connaissance. Voilà. Donc, en conclusion, élaborer un projet de construction de locaux destinés à accueillir des activités de l'établissement de santé n'est pas si fréquent, puisque la durée de vie moyenne est en général estimée à environ 60 ans, mais il convient de tout mettre en œuvre pour assurer et garantir le succès d'une telle entreprise. Cette opération peut être exaltante pour les professionnels de santé associés à sa réalisation, mais il n'en demeure pas moins vrai que c'est un exercice complexe qui nécessite l'investissement et la mobilisation de tous en appui des experts de la construction et la prise en compte des impératifs financiers et budgétaires. Cette expérience nous offre une occasion inespérée pour construire une véritable identité à notre institution, pour affirmer clairement l'importance de la relation soignant-soigné, pour améliorer les liens entre professionnels, pour honorer et mettre en lumière des pères fondateurs, professionnels et usagers qui ont contribué à écrire l'histoire de l'établissement. Je vous remercie de m'avoir écouté.